Bien, je vous propose de démarrer notre webinaire. Les participants sont en train d'arriver. Nous allons les accepter au fur et à mesure. Donc, pour démarrer ce webinaire, un grand merci à vous tous de participer à ce webinaire que nous vous proposons aujourd'hui. Donc, vous avez à l'écran les partenaires qui ont travaillé ensemble aujourd'hui pour vous proposer ce webinaire. Nous sommes sur un sujet d'actualité puisque la télésurveillance fait l'objet d'une prise en charge par l'assurance maladie depuis le 1er juillet. Donc, ça fait 3 jours que la télésurveillance est passée dans le droit commun, comme on dit maintenant. Donc, on a souhaité tous ensemble vous proposer ce webinaire pour pouvoir, dans un premier temps, vous présenter un certain nombre d'éléments concernant la télésurveillance en cancérologie, les dispositifs régionaux, et pouvoir ensuite prolonger ce premier webinaire par un deuxième dont on verra les modalités d'organisation par la suite. Juste quelques petits éléments en particulier. On est au format webinaire. Vous n'avez pas la possibilité de vous activer votre caméra et d'activer votre son. Vous aurez comme consigne de poser vos questions tout au long du webinaire. On essaiera d'y répondre au fur et à mesure avec le petit Q&R qui est tout en haut dans la barre. Voilà. Donc, posez vos questions à cet endroit-là. L'objectif, c'est que nous puissions y répondre le plus possible au fil de l'eau ou sinon en fin de webinaire. Donc, ne levez pas la main pour prendre la parole. Le format de webinaire n'est pas prévu pour ce faire. Donc, je vous propose qu'on puisse commencer notre séance en vous proposant le plan du webinaire qui va s'organiser sous forme de 3 grandes parties. Pour qui, pourquoi faire, pour quels bénéfices. Nous allons parler de télémédecine en général et de télésurveillance en particulier, de différents dispositifs qui ont permis de mettre en place en France la télésurveillance, que ce soit de manière générale ou plus spécifiquement en oncologie, de redéfinir ce que sont les dispositifs médicaux numériques de télésurveillance, puis vous proposer une partie sur la prise en charge par l'assurance maladie avec les démarches à réaliser avant de démarrer son activité, la prescription, le remboursement, facturation. Et ensuite, une troisième partie sur l'organisation et les solutions en Normandie, avec l'idée de vous faire un panel des solutions qui aujourd'hui sont répertoriées comme des outils régionaux, de commencer à regarder ce qui existe sur le marché. Alors, on va se le dire dès aujourd'hui, il n'y a aucun dispositif de télésurveillance en cancérologie remboursé à ce jour, mais certains d'entre vous ont déjà testé des solutions qui, aujourd'hui, vont être candidates au remboursement. Donc, c'est aussi cette démarche que nous allons pouvoir détailler aujourd'hui. L'objectif étant de conclure notre webinaire sur les perspectives futures, c'est-à-dire au regard des différents outils numériques qui existent en région, de travailler à la sélection d'une solution qui pourrait être interfacée prioritairement avec nos différents outils régionaux. Donc, je vous propose de vous présenter les différents intervenants de ce webinaire. Nous allons nous présenter tous rapidement à vous. Donc, je vais commencer. Je m'appelle Florentin Clerc. Je suis dans la petite salle où il y a 2 personnes. Je suis directeur médical dans le Normandie. Olivier Serret, responsable de projet système d'information et qualité des parcours. Bonjour à tous, Karine Auchard, je suis directrice adjointe de Normandie Santé. Bonjour, j'en profite, Prisca Hirtz, chef de projet au sein de Normandie Santé. Bonjour à tous, Céline Bouglet, je suis pharmacien, responsable de l'Omédite Normandie. Bonjour, je suis Cyril Magnan et je suis pharmacien à l'Omédite Normandie également. Bonjour, Mervyn Carniol, je travaille à l'assurance maladie, plus précisément à la DCGDR. On assure l'interface entre la CNAM et les CEPAM et les services médicaux et je suis chargée de projet sur le déploiement des outils numériques et la télémédecine. Geneviève Delacour, je suis directrice des soins à l'ARS et en charge spécifiquement des protocoles de coopération. Bonjour, Gilles Chamberlain, donc chargé de mission dans l'équipe e-santé de l'ARS, et donc en charge notamment du suivi des sujets autour de la cancéro. Eh bien, merci à tous. Ça vous permet d'avoir l'idée des différents intervenants de ce webinaire. Je vous propose qu'on entame notre
notre plan à partir de ce moment-là, donc en commençant par la télésurveillance en cancérologie, pour qui, pourquoi faire, pour quels bénéfices, en commençant par quelques sujets un petit peu plus généraux, et je passe la parole à Olivier. Oui, rapidement, un rappel du contexte de la télésurveillance. Donc, comme nous le savons, la télémédecine est en plein essor, offrant à chacun un accès aux soins médicaux à distance grâce aux technologies de l'information et de la communication. Donc, la télémédecine, le ministère a recensé en 2020 188 éditeurs de télémédecine. La télésurveillance est une des facettes de la télémédecine. Elle constitue un type de prise en charge à distance du patient, permettant à un professionnel médical d'interpréter des données recueillies sur le lieu de vie du patient. Concrètement, le processus de télésurveillance se déroule en plusieurs étapes. Tout d'abord, un médecin prescrit la télésurveillance à un patient. Ensuite, le patient rapporte ses symptômes en remplissant un questionnaire en ligne. Ces données sont ensuite analysées par un algorithme au sein d'un dispositif médical numérique, DMN. Et ensuite, l'algorithme examine les symptômes et s'il détecte une anomalie, une alerte est automatiquement transmise à l'équipe médicale en charge du suivi du patient. Cela permet une réactivité accrue et une prise en charge adaptée aux besoins. Merci Olivier. Alors, quelques éléments un peu macro sur l'impact positif de la télésurveillance appliquée à la cancérologie, donc sur la base de toutes les mesures orientées patients, donc les PROMS. Globalement, les impacts qui ont pu être démontrés par les différentes études qui ont pu être réalisées en termes de télésurveillance en cancérologie sont en termes de survie globale, en termes de qualité de vie, en termes d'amélioration d'observance des traitements. Et bien sûr, un des objectifs, c'est de limiter les arrêts de traitement liés aux effets secondaires et les hospitalisations en urgence en repérant le plus précocement possible ces différents effets secondaires pour soit les prévenir, soit en limiter l'impact et limiter les conditions d'hospitalisation si nécessaire. Donc les impacts sont potentiellement très importants, d'où l'intérêt de pouvoir utiliser cette approche. Alors des recommandations récentes de l'ESMO sur le sujet qui datent d'avril 2022 et qui définissent notamment des critères auxquels doivent répondre les logiciels de télésurveillance en cancérologie. Donc, l'idée étant bien sûr de pouvoir proposer cela aux patients en toute confiance. Donc, des algorithmes, comme vient de décrire Olivier, qui doivent être validés par des essais cliniques. Il ne s'agit pas de développer des algorithmes et ensuite de laisser dans la nature. Le même logiciel doit pouvoir être utilisé pour le suivi de tous les cancers et de toutes les toxicités de tous les traitements. L'objectif, c'est que le logiciel soit générique à l'ensemble des cancers. Un marquage CE, alors de type classe 2A pour le marché européen, et des éditeurs qui ont à respecter les réglementations sur la protection des données, et notamment le fameux RGPD, le règlement général pour la protection des données. Sont à exclure les algorithmes de plus de 5 ans sans mise à jour réalisée selon les standards de prise en charge, et ceux que le professionnel pourrait modifier lui-même, puisque l'objectif n'est pas de pouvoir modifier les algorithmes qui ont été étudiés sur le plan scientifique. L'éditeur ne doit pas avoir subi d'alerte critique de sécurité au cours des 3 dernières années, donc mesures de sécurité de manière spécifique. Voilà quelques éléments un peu généraux sur la télésurveillance. Je vous propose que nous puissions passer à la deuxième partie de cette partie autour du programme étape et du dispositif dit Oncolink. Je passe la parole à Karine et à Prisca. Alors, sur cette partie, ce sera moi effectivement. Donc sur le programme étape, peut-être vous faire un rapide retour d'historique sur le pourquoi cet acte de télésurveillance entre seulement maintenant dans le droit commun. Donc effectivement, l'acte de télésurveillance fait partie, comme les autres actes de téléconsultation, téléexpertise, du décret de 2010, mais par contre, il n'était pas encore entré dans le droit commun parce que la télésurveillance était beaucoup plus complexe à encadrer. Donc, il a fait l'objet d'un programme d'expérimentation qu'on appelle étape et qui a vu le jour en 2014. Donc, de 2014 à aujourd'hui, le programme étape a été expérimenté sur 5 pathologies différentes. Et en Normandie, on était particulièrement au fait de ce sujet puisqu'on a été partie prenante de cette expérimentation sur l'une de ces 5 pathologies qui était l'insuffisance cardiaque dans le cadre du SCAD.
Et donc, pendant ces 5 années, 6 années, nous avons bénéficié de tarification par l'assurance maladie. D'une part, pour le parcours du patient, donc une indemnisation du temps médical et du temps d'accompagnement thérapeutique, et d'autre part, pour la solution technique, donc c'est Normandie Santé qui portait la solution technique SCAD, et il y avait également un forfait technique pour couvrir ce périmètre-là. Donc, comme je le disais, c'est un acte au même titre que la téléconsultation, que la téléexpertise, qui aujourd'hui bénéficie d'une entrée dans le droit commun encadrée. Je veux bien la slide suivante. Donc, les 5 pathologies qui ont fait l'objet du programme étape, c'était donc l'insuffisance cardiaque, l'insuffisance rénale, l'insuffisance respiratoire, le diabète et les dispositifs implantables en cardiologie. Donc, sur ces 5 cahiers des charges qui sont restés d'actualité, la démarche est un petit peu différente puisqu'on est sur une démarche dite simplifiée pour être en train de rentrer dans la démarche pour être certifié dispositif médical numérique. Le simplifié laisse sourire, mais c'est encore pire pour les autres. Donc, on peut s'en satisfaire. En tout cas, l'objectif, c'est donc d'avoir des solutions qui soient validées, certifiées au niveau du national, avec l'obligation d'avoir des études à l'appui pour démontrer la pertinence du dispositif et une validation par l'Agence du numérique en santé sur l'homologation d'un point de vue technique des obligations réglementaires dans le cadre de l'interopérabilité, la mise en place de l'INS, la possibilité d'envoyer des messages sécurisés au travers de la messagerie sécurisée, de pouvoir alimenter le DMP, de sécuriser le dispositif. Donc, il y a tout un protocole qui est à appliquer par les éditeurs au travers d'une solution qu'on appelle convergence et qui permet ensuite à l'ANS de valider que le dispositif est conforme aux attentes réglementaires. Donc, pour tout ce qui concerne les 5 pathologies identifiées, donc on est sur une démarche qu'on appelle en ligne générique, et les solutions dans le domaine de la cancéro, vous allez être sur des solutions en nom de marque, et donc la démarche est un peu plus lourde puisque ça ne faisait pas partie des 5 démarches, des 5 protocoles déjà en place. Et donc, il y a une démarche auprès de l'HAS au préalable pour valider les études médicales, ce qui avait déjà été fait pour les pathologies dans le cadre du programme étape, mais de justifier de l'intérêt clinique de la solution. Et en fonction de ces résultats, il va y avoir des forfaits de remboursement différents pour les éditeurs de solutions. Donc, quand on parle de télésurveillance, on n'est pas juste sur un périmètre ISO, quelles que soient les solutions. En fonction des attentes cliniques, vous allez avoir, vous, le même forfait d'un point de vue prise en charge du temps professionnel de santé. Par contre, côté solution de l'éditeur, vous allez avoir donc, je vais reprendre des informations qui ne sont pas sur la slide, mais on a la possibilité d'avoir un impact sur la qualité de vie, sur la morbidité ou sur la mortalité. Et derrière ce périmètre, le forfait pour l'éditeur ne sera pas le même remboursement. Voilà pour moi ce que je pouvais dire sur le programme étape. Donc, ce qui nous permet aujourd'hui de dire que depuis le 30 juin, ce programme est terminé. Et à partir du 1er juillet, on peut rentrer dans le droit commun. Donc, beaucoup d'éditeurs disent être déjà conformes ou en cours. Donc, c'est surtout en cours, puisqu'il n'y a que très, très peu de solutions qui ont été validées à date et sur des périmètres partiels. Merci beaucoup, Karine. On va passer la parole à Céline et Cyril. Oui, donc ce sera plutôt moi pour vous parler de l'expérimentation nationale Oncolink, qui fait partie aussi des éléments de contexte en cancérologie. Donc c'est un projet de suivi à domicile des patients sous anticancéreux oraux. Donc le projet débuté en 2021 porte sur un parcours pluriprofessionnel ville-hôpital, financé par Séquence. On le verra sur la slide d'après. Il y a 45 établissements qui sont engagés dans ce projet au niveau de la France, et il y en a 3 notamment en Normandie. Diapo d'après, s'il vous plaît. Donc le parcours, il est organisé en 3 séquences, voilà, donc qui s'affichent à l'écran. Et parmi ces séquences, il y a plusieurs étapes qui nécessitent un partage d'informations et un suivi des patients entre la ville et l'hôpital en s'appuyant sur des outils numériques notamment.
qui sont bien décrits hein, dans le cahier des charges de ce projet. Et on peut citer notamment les conciliations médicamenteuses, les consultations pharmaceutiques, les entretiens pharmaceutiques, qui peuvent être réalisés à l'aide de l'outil Bimedoc qu'on vous présentera tout à l'heure. Donc là, vraiment, sur un module soins pharmaceutiques. Il y a également possibilité de s'appuyer sur Mon Espace Santé ou le dossier communicant de cancérologie. Il n'y a pas de contraintes qui sont définies dans ce cahier des charges. Concernant la surveillance et la gestion des effets indésirables, eux, ils doivent se faire avec un outil de télésurveillance avec plusieurs solutions qui sont sur le marché. Florentin l'a précisé tout à l'heure et on va vous les présenter également à la suite de ce webinaire. Voilà très rapidement pour le contexte Oncolink. Merci Cyril. Quelques mots sur les dispositifs médicaux numériques de télésurveillance. C'est Prisca. Pardon, oui. Non, c'est moi, pardon. Mon micro était coupé. Donc, effectivement, les dispositifs médicaux numériques, donc, c'est un cadre qui reprécise les attentes dans le cadre d'un arrêté qui a permis de définir ce qu'est un dispositif médical numérique. Comme je l'évoquais tout à l'heure, les attendus ne sont pas forcément les mêmes et les exigences ne sont pas forcément les mêmes au regard de ce que l'on attend comme effet sur le patient. Il y a déjà de nombreuses solutions qui sont dans la démarche. Excusez-moi, ça sonne de partout. Et donc, sur ce dispositif-là, l'une des obligations qui va être forte, ça va être l'interopérabilité. On en parle depuis des années, mais ça reste un peu complexe et un peu une arlésienne, puisque l'objectif, c'est quand même que les dispositifs puissent communiquer entre eux et partager l'information. Donc, et comme l'a laissé entendre déjà tout à l'heure Florentin en introduction, ce qui va être important dans le contexte de l'oncologie, c'est de faire le choix d'une solution qui puisse permettre de partager l'information pour permettre de récupérer dans le parcours du patient ses comptes rendus et ses éléments tout au long de sa télésurveillance. Donc, le dispositif dans le contexte de l'oncologie sera en nom de marque. Et donc, aujourd'hui, on est très vigilant à suivre les démarches des différents éditeurs pour voir lesquels vont être certifiés DMN et sur quel périmètre. Ce qui est important de voir, et quand on parle de télésurveillance, il va falloir vraiment être vigilant pour faire votre choix sur ce que vous attendez comme effet clinique pour le patient, puisqu'on peut avoir de la qualité de vie jusqu'à des suivis qui soient beaucoup plus poussés. Donc, on n'a pas du tout les mêmes obligations derrière et les attentes techniques de la part des éditeurs ne vont pas non plus être les mêmes. Donc, il faudra être extrêmement vigilant, d'où l'intérêt d'avoir organisé aujourd'hui ce webinaire pour vous prévenir, vous sensibiliser et vous aider dans le choix de la solution. Très bien, merci Karine. Juste rappeler entre deux parties que si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans Q&R, questions-réponses, donc la barre du haut de notre webinaire. Je vous propose d'enchaîner sur la deuxième partie de ce webinaire, sur la prise en charge par l'assurance maladie, avec dans un premier temps les démarches à réaliser avant de démarrer son activité par nos collègues de l'Agence régionale de santé. Alors, donc, sur les démarches à réaliser, on va refaire un peu le circuit, c'est-à-dire que si vous souhaitez démarrer une activité de télésurveillance, il faut d'abord définir les besoins, ce que vous souhaitez faire avec la solution, quel type de patient vous souhaitez suivre. Il faut vous renseigner sur la télésurveillance, mais le webinaire d'aujourd'hui est déjà une bonne approche pour vous permettre de vous donner de l'information sur la télésurveillance. Ensuite, vous allez mettre en place votre projet d'organisation, parce que on est plutôt sur un projet organisationnel avec des acteurs qui doivent suivre les informations qui sont remontées par le patient. Et il faut ensuite choisir un dispositif médical numérique, donc tel que ça a été évoqué juste avant, un dispositif qui est validé au niveau national, qui rencontre l'ensemble des exigences qui sont imposées aux dispositifs médicaux numériques. Ensuite, il faut contractualiser avec le fournisseur de dispositifs. Et étape très importante, il faut déclarer l'activité télésurveillance à l'ARS au travers de la plateforme démarche simplifiée. Donc, vous aurez le lien sur un slide juste après. Et puis ensuite, vous pourrez débuter votre activité.
Slide suivant, s'il vous plaît. Donc, dans le cadre de votre activité, donc quand vous vous lancez, donc vous êtes considéré dans l'appellation de la télésurveillance du droit commun, vous êtes considéré comme un opérateur de télésurveillance. Donc, vous organisez l'activité, la télésurveillance est prescrite dans le cadre de cette organisation, et donc l'opérateur effectue tout le suivi, donc le recueil du consentement, le choix du dispositif, la transmission de l'ordonnance, et puis la transmission du compte-rendu. Et tous les éléments donc qui sont toute l'activité de télésurveillance donc fait l'objet d'une facturation. Donc selon les actes tarifaires, donc on a le code TVA ou TVB selon l'arrêté tarifaire. Et vous avez, lorsque vous choisissez un fournisseur de dispositifs médicaux numériques, donc le fournisseur est appelé dans le langage télésurveillance droit commun l'exploitant, et donc c'est lui qui doit vous fournir un système qui rencontre l'ensemble des exigences qui ont été évoquées jusqu'à maintenant. Et donc vous facturez, donc en tant qu'opérateur, vous facturez les actes tels que c'est indiqué là, et de son côté, l'exploitant facture aussi le forfait technique, comme ça a été expliqué tout à l'heure par Karine, comme c'était le cas dans le cadre d'étape. Ça sera la même chose du côté du droit commun, où il y a l'activité opérateur qui est facturée d'un côté et l'activité, la fourniture de la solution technique de l'autre. Et puis derrière, c'est vous qui déterminez, quand le patient est inclus, si la prescription a besoin d'être renouvelée ou pas pour le suivi du patient. Slide suivant, s'il vous plaît, ce sera mon dernier slide. Donc tout à l'heure, je vous parlais de la déclaration d'activité à l'ARS. Donc il y a un guide qui est bien fait sur la page du ministère pour comment déclarer son activité de télésurveillance. Et vous avez le lien qui est accessible dans le QR code. À ce jour, sur les 5 prises en charge qui ont été citées tout à l'heure par Karine, qui étaient déjà prises en charge dans le cadre d'étape, on a 18 déclarations d'activité depuis le 1er juillet. Voilà, il n'y a pas encore sur l'oncologie parce que ce n'est pas encore validé au niveau national, mais dès lors que ce sera validé, vous pourrez aussi déclarer votre activité de télésurveillance sur le site de Démarche Simplifiée. Merci. Alors, au niveau des organisations, plusieurs situations. Soit vous avez le médecin qui réalise lui-même la télésurveillance, donc c'est une organisation dite classique, soit au niveau effectivement d'un projet d'organisation dans une équipe pluriprofessionnelle médico-soignante, vous avez plusieurs situations. Soit le médecin décide que, effectivement, au regard des compétences des collaborateurs, il préfère déléguer certains actes médicaux. Alors là, vous orientez vers un protocole de coopération puisqu'il y a des actes dérogatoires. Qui dit acte dérogatoire dit protocole de coopération. Par contre, si vous avez une délégation d'actes qui sont non médicaux au sein d'une même équipe, alors vous voyez qu'il y a une organisation à formaliser bien évidemment en interne, ça nous pouvons vous y aider aussi. Et puis, il y a aussi la possibilité, autre situation, de déléguer des situations, des actes non médicaux à un tiers professionnel qui est extérieur à l'équipe, mais qui est quand même en lien, je veux dire, dans le parcours patient, et ce qui permet de voir aussi, je dirais, les démarches qui sont à réaliser. Et là, il n'y a pas non plus de protocole de coopération. Mais dans tous les cas, vous pouvez contacter l'ARS, notamment sur la page protocole de coopération, et vous nous posez vos questions sans problème. Slide suivante. Bien, merci beaucoup Gilles et Geneviève pour ces différents éléments sur le démarrage de l'activité. On va passer la parole à Méaven sur la partie prescription-remboursement. Merci. Je vais vous apporter quelques éléments concernant la prescription, mais avant tout, alors peut-être que vous le savez déjà, mais en tout cas, tout médecin peut adresser un patient vers une prise en charge en télésurveillance, mais seul l'opérateur peut prescrire une activité de télésurveillance avec les prérequis indispensables à la réalisation et la prise en charge de l'acte de télésurveillance, comme l'a évoqué tout à l'heure Gilles Chamberlain, avec la déclaration et la signature d'une convention qui permet ensuite le remboursement par l'assurance maladie.
maladie. Donc les médecins dont les spécialités sont visées par les arrêtés ministériels en ville, en centre de santé ou dans les établissements de santé peuvent réaliser le suivi médical à distance d'un patient par télésurveillance, sachant qu'un médecin peut être prescripteur et opérateur de télésurveillance. Donc, quelle que soit la situation clinique du patient, l'opérateur de télésurveillance doit recueillir le consentement du patient et il rédige l'ordonnance avec les éléments que vous avez sur la slide, sachant qu'il peut aussi comporter d'autres mentions qui sont propres à chaque pathologie et prévues dans les arrêtés d'inscription publiés au journal officiel, pour ensuite être envoyé à l'exploitant qui ne peut pas facturer un forfait de télésurveillance sans l'ordonnance de prescription associée. Alors, comme tout autre acte de télémédecine, de téléconsultation, de téléexpertise, l'opérateur, il rédige un compte rendu qui est intégré dans le DMP sous réserve que le dossier ait été créé. L'espace santé, l'espace santé, il a été créé pour 66 millions d'usagers, donc, ou sinon on utilise la messagerie sécurisée santé pour transmettre aux médecins prescripteurs et aux patients et aux médecins traitants s'il est différent. Tu as coupé ton micro. Désolée. Je vais continuer sur la slide suivante avec les éléments de facturation proprement dit. Ça va peut-être vous éclairer. Vous m'entendez? Oui, très bien. Peut-être juste, mais Aven, avant de passer à la facturation, on a une question dans QNR qui est quid des IPA et des IDEC? Je pense que la question est, est-ce qu'une infirmière en pratique avancée, voire une infirmière de coordination en cancérologie, pourrait-elle elle-même prescrire la télésurveillance? Alors, les éléments qu'on a reçus de la CNAM là, sont très récents, donc on n'a pas encore le détail des professionnels de santé qui peuvent prescrire. Je reviendrai vers vous, on note la question, je reviendrai vers vous, je ne voudrais pas vous dire de bêtises, sauf si Gilles a de son côté des éléments, puisque en fait, comme ça a été intégré dans le droit commun au 1er juillet, nous attendons encore les instructions pratiques au niveau de l'assurance maladie pour pouvoir vous apporter des éléments qui feront l'objet sûrement d'une information très récente, mais en tout cas, je note la question. Ok, merci beaucoup. Je vous en prie. Alors en pratique, pour le médecin opérateur, qu'il soit libéral, centre de santé ou établissement, les facturations, les conditions en tout cas de prise en charge par le patient se font en fonction de la situation d'exonération ou de prise en charge du ticket modérateur, à 100% si l'assuré bénéficie d'une exonération du ticket modérateur, à 60% dans le cas standard, et aussi pour certains régimes en fonction des taux particuliers qui ont été prescrits. Alors c'est vrai que là, on est sur une facturation au forfait et non à l'acte, sachant que la facturation du forfait peut intervenir mensuellement ou de manière cumulée, mais je vais revenir sur le détail ensuite, avec deux montants qui ont été fixés par arrêté du 16 mai 2023, qui est le code TVA dont Gilles parlait tout à l'heure, qui est à 11 € pour les PCI, et pour le TVB pour l'insuffisance cardiaque, à 28 € pour l'insuffisance cardiaque, respiratoire, rénale et le diabète, sachant que l'acte de télésurveillance ne peut faire l'objet d'aucun dépassement d'honoraires, qui ne peut pas être facturé pour un patient hospitalisé. Par ailleurs, il n'est pas cumulable avec un autre acte associé à l'activité télésurveillance, mais il n'empêche pas, s'il y a besoin d'une consultation classique ou d'une téléconsultation, qu'elle soit réalisée. Alors, un peu plus en pratique, parce que c'est vrai que c'est pas forcément facile. Le forfait opérateur est un forfait mensuel par patient qui est facturable au terme de chaque période d'un mois ou d'un ensemble de périodes. Alors, comme c'est marqué sur la slide, on parle de série, mais c'est plutôt une notion, on parle plutôt de cumul, et ce, afin de limiter les démarches administratives et comptables dans la limite des 6 mois consécutifs.
Donc, cette période mensuelle, elle est glissante de date à date et non calendaire. Donc, chaque période comporte 30 jours. En pratique, si la facturation est mensuelle, l'opérateur facture le forfait TVA et TVB en fin de télésurveillance au tarif correspondant à via une feuille de soins électronique, et la date des soins sera celle du début de mise en œuvre du forfait. Si la facturation est cumulée, l'opérateur On ne t'entend plus. Je crois qu'on a perdu Méaven. Ah oui. Je pense que Méaven va essayer de se reconnecter. On va en profiter pour passer une question qui est dans la conversation. Pouvez-vous préciser si le consentement doit être oral ou figuré dans un compte-rendu donc de consultation ou de visite, ou bien s'il faut faire signer aux patients et aux praticiens un document spécifique pour pouvoir intégrer un patient en télésurveillance? Je ne sais pas si... Je dirais que le consentement à la télésurveillance, c'est comme n'importe quel consentement en santé. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand le patient est hospitalisé, on lui fait signer des consentements, des consentements pris en charge ou pour des opérations. Donc voilà, c'est en fonction des procédures qui sont appliquées. Ce qui est important, c'est que le consentement soit tracé. Après, effectivement, ça peut être au travers d'une signature, ça peut être au travers de un traçage dans le système d'information de la structure. Mais voilà, le consentement doit être tracé d'une quelconque façon. Geneviève Delacour, là, je rebondis sur ce que Gilles vient de dire en termes de démarche qualité. La Haute Autorité de Santé souvent exige effectivement la traçabilité des documents et du consentement. Il y a une astuce qui peut consister lors de l'information du patient, puisque à un moment donné, en consultation, il va lui être proposé de le suivre en télésurveillance. Lors de la remise du document d'information ou de l'orientation vers un site d'information, il est possible de lui faire signer la compréhension de cette information en même temps que le consentement. C'est une astuce qui est souvent prise, je dirais, dans les différentes filières de prise en charge. Ok, merci beaucoup. Nous sommes en train de récupérer Méaven normalement. Voilà, normalement Méaven est de retour. Oui, ça s'est interrompu brusquement, autant pour moi. Je ne sais pas du coup à quel moment vous m'avez perdu, au moment de la facturation cumulée peut-être? Oui. Oui, c'est ça. Donc si la facturation est cumulée, du coup l'opérateur il facture le forfait TVA ou TVB au-delà de la première période d'un mois, et dans ce cadre, une FSE peut être réalisée comportant pour chaque forfait mensuel, dans la limite de 6, une ligne de facturation dédiée avec comme date de soin la date d'exécution du forfait. Alors, c'est des éléments très pratico-pratiques, très techniques qu'on va vous transmettre très bientôt. Hein. C'est vrai que par oral comme ça, il y a parfois des subtilités dans la facturation des forfaits qui sont un petit peu complexes, mais vous verrez que quand vous aurez les éléments sous les yeux, ça vous paraîtra plus clair. Autre chose que je voulais préciser concernant la prescription médicale. Tout à l'heure, j'ai parlé de la prescription médicale. Lorsque la télésurveillance est mise en œuvre en ville, la prescription de télésurveillance doit être jointe à la facturation, ça je l'ai précisé. Et en fait, c'est dès lors que le professionnel il a SCORE, donc la fonctionnalité de scannerisation des pièces justificatives, la prescription peut être transmise directement selon cette modalité. Sinon, on utilise d'autres moyens pour transmettre les éléments. Et concernant les établissements de santé,
les prescriptions sont conservées par les établissements qui le tiennent, le cas échéant, à la disposition des organismes d'assurance maladie. Il est prévu en tout cas une page Amélie, et je pense qu'elle est déjà opérationnelle depuis le 3 juillet, il me semble, qui explique en tout cas tous les éléments côté prescription et facturation. Mais n'hésitez pas si vous avez des questions. C'est vrai que les éléments sont très récents et voilà, il y a beaucoup peut-être de subtilités qui paraissent un petit peu complexes. Merci déjà. Vous êtes prêté à cet exercice alors qu'effectivement les éléments sont tout récents et que l'assurance maladie attend encore quelques textes pour préciser l'ensemble des éléments. Bien, je vous propose que... Merci à vous. Merci Céline pour le partage. Je vous propose d'enchaîner sur la troisième partie de notre webinaire, donc vers quelle organisation, quelle solution en Normandie, et de rebalayer finalement quelles sont les solutions actuelles dans le bouquet de services au niveau régional qui sont en lien avec la télésurveillance ou vraiment couplées à l'activité de télésurveillance. Donc je vais repasser la parole à Céline, je pense. Ouais, souhaitez-vous refaire un petit point d'histoire sur comment est-ce qu'on en est arrivé en fait à ce souhait de partager des solutions communes. Donc en fait ça date depuis 2020. Il y avait le souhait de capitaliser sur le programme ETAP pour réaliser un outil de télésurveillance régionale sur le même thème, enfin sur les mêmes principes que le suivi clinique à domicile insuffisance cardiaque, qui montrait quand même des bénéfices importants pour les patients et en termes organisationnels pour les professionnels. On a souhaité créer au niveau régional un suivi clinique à domicile en oncologie. Donc, à cet effet, il y a eu un cahier des charges régional qui a été établi en 2020 avec un ensemble d'acteurs. Tous les représentants des acteurs régionaux, institutions étaient dans ce comité de pilotage. Et avec 3 axes principaux, le souhait d'avoir une télésurveillance des patients pris en charge en ambulatoire par traitement anticancéreux qui soit oral ou injectable, un souhait de coordination des professionnels de santé hospitaliers et du secteur primaire, et puis le fait de pouvoir relayer des informations et des dispositifs de formation pour les patients, les professionnels de santé, qu'ils soient libéraux ou des établissements, autour des chimiothérapies orales et injectables et liées à leur environnement, liées à l'environnement de la maladie, les soins de support, etc. Donc pour cela, on s'est attaché à... on s'est rattaché à l'Institut Curie en 2021 puisqu'ils avaient l'application ApplyChimio avec un algorithme qui a été acheté et on a commencé à tester l'outil avec le centre Henri Becquerel et le centre François Baclès. Ces 2 établissements ont fait différentes demandes d'évolution de l'outil SCAD Onco qui était porté par le GRAD mais surtout le prestataire Mencare, et le souhait de Mencare était de ne plus poursuivre le travail d'adaptation de la solution actuelle. Alors, pour le coup, on s'est trouvé vraiment en difficulté. Il y avait Oncolink qui montait en charge et donc il fallait qu'on trouve très rapidement en fait une solution. Et il y avait différents éditeurs privés qui mettaient finalement à disposition des solutions matures en 2022. Donc, collectivement, avec le COPIL, on a souhaité arrêter l'élaboration de cet outil régional SCAD Onco. Alors ensuite, on souhaitait refaire un petit point sur Bimedoc. Alors Bimedoc, c'est une solution qui est dans le bouquet de services actuel. En fait, c'est une solution numérique soins pharmaceutiques. Comme vous l'a précisé en fait Cyril dans le projet Oncolink, en fait, c'est pas un outil de télésurveillance en soi, mais il y a des points, il y a des activités de conciliation médicamenteuse, d'entretien pharmaceutique, de plans pharmaceutiques personnalisés qui sont nécessaires dans différents parcours. Et donc, que ce soit sur le parcours des patients sous chimiothérapie orale, comme sur d'autres parcours qu'on est en train de développer en région, notamment le parcours sujet âgé, notamment les professionnels libéraux nous ont demandé d'avoir une solution numérique soins pharmaceutiques unique au niveau régional. Donc pour ce faire, on a eu une commission de choix, un marché qui a été passé par le GRAD, et au niveau régional, il y a eu une solution donc, qui a été retenue, c'est Bimedoc. De mémoire, une solution retenue avec un marché d'1 an renouvelable 3 fois. Ça permet donc de réaliser ces entretiens patients, le lien entre les pharmaciens hospitaliers et d'officine et la réalisation du compte-rendu de l'établissement qui est adressé aux pharmaciens et médecins traitants.
Donc, les pharmaciens d'officine, eux, peuvent aussi y réaliser un certain nombre d'activités, comme les entretiens pharmaceutiques divers et variés. Vous avez des entretiens pharmaceutiques autour des anticoagulants, les chimiothérapies orales, tout ce qui est lié à la BPCO, les traitements anti-asthmatiques. Donc, pour eux, l'accès se fait directement soit via l'application Bimedoc ou via le portail normand, comme pour les établissements de santé, donc via Normuni. Il y a un tutoriel qui a été mis à disposition par le GRAD et par l'équipe Bimedoc. Il est effectivement utilisé dans d'autres parcours. Pour le moment, on en a principalement 2 et il n'est pas limitatif. Bimedoc a mis à disposition en fait un petit outil, un petit visuel sur comment réaliser les entretiens de suivi de dispensation en officine et comment renvoyer à l'hôpital. Donc c'est une petite équipe qui grossit très rapidement comme toutes ces équipes de solutions numériques et qui est très réactive et qui pour le moment remporte quand même relativement une certaine satisfaction au niveau régional. Donc, bien noter que Bimedoc n'est pas et ne sera jamais une solution de télésurveillance, mais elle est bien en lien, elle est interopérable avec les solutions de télésurveillance. Très bien, merci Céline. On va passer la parole à Normandie Santé sur le dossier de coordination. Oui, pardon, merci. Oui, sur la partie dossier de coordination, donc en complément par rapport au bouquet de services qui peut être proposé et les solutions aujourd'hui disponibles en région. Donc, Normandie Santé propose à travers le portail Normuni un certain nombre de services, dont des services numériques de coordination. Parmi ces services numériques de coordination, nous avions notamment la partie parcours dédié, cette solution qui permet de dédier, de paramétrer des parcours sur une thématique spécifique, une prise en charge spécifique, comme ça peut être le cas, par exemple, le travail qui a été mené avec Onco Normandie sur le dispositif PARSAC, sur le soin après-cancer, ou sur ISPES pour pouvoir échanger, communiquer autour de patients, pour le moment sur le volet jeunes patients atteints de cancer. Et en complément de ces parcours dédiés, aujourd'hui, on a une nouvelle couche qui est maintenant disponible, un nouveau service qui est disponible, qui est le dossier de coordination, qui permet en fait d'apporter la partie un peu transversale afin d'assurer la coordination usuelle autour de l'usager. C'est-à-dire que là, ce dossier de coordination va être un peu le dossier chapeau qui va permettre d'être alimenté par ces différents parcours dédiés, mais aussi grâce à l'accès qu'il donne à un entrepôt de documents au niveau régional, un entrepôt documentaire régional, ça va permettre de pouvoir partager un certain nombre d'éléments autour du patient qui pourront être alimentés à la fois par ces parcours dédiés, mais aussi potentiellement par d'autres solutions qui viendraient déverser ici des comptes rendus, des éléments à mettre au partage et qui auraient été produits par d'autres établissements ou d'autres solutions. Donc, c'est là l'intérêt qu'on voit au dossier de coordination, c'est pouvoir assurer cette partie de coordination transversale et autour de l'usager. Donc, c'est à disposition là tout récemment depuis la dernière mise à jour que nous avons fait de notre solution. Donc, c'est encore, c'est encore le balbutiement du déploiement de ce dossier de coordination, mais qui va permettre justement de faciliter les échanges autour du patient de manière transversale à travers aussi des fonctionnalités, par exemple, de messagerie instantanée et de notes de transmission, les documents dont je vous ai parlé et ce dossier de coordination pourra être accessible via 2 modalités, à la fois en web via le portail normuni.fr, mais aussi grâce à l'application mobile Normuni. Donc ça permettra d'élargir les modalités d'accès à ce nouveau dossier de coordination. Merci beaucoup, Prisca. Avant de passer à la dernière partie de notre webinaire, répondre à quelques questions. Alors, si vous allez dans la conversation du webinaire, vous allez pouvoir accéder à un certain nombre d'éléments, un lien vers la page du site amélie.fr qui concerne la télésurveillance. Quelques précisions de Méaven. Je ne sais pas, Méaven, si vous voulez les apporter par oral, ces précisions. Non, je voulais juste remettre par écrit les éléments que j'avais abordés par oral parce que voilà, c'était pour que chacun puisse
les garder vers soi pour mieux comprendre un petit peu la subtilité entre la facturation mensuelle et en cumulé. Parfait. On va vous laisser la parole peut-être sur la question, est-ce qu'une IDE, une infirmière non IPA ou infirmière coordinatrice peut réaliser des consultations de télésurveillance dans le cadre du remboursement ou de télésuivi? Enfin, Ça rejoint peut-être la question qu'on a eue tout à l'heure concernant une IPA ou une IDE qui serait opérateur. En tout cas, je note la question. Je ne vais pas pouvoir y répondre tout de suite. Une question, qui doit créer et héberger le DMP? Ça nous laisse songeur. Est-ce que vous pouvez peut-être préciser votre question dans la conversation? Maëven disait tout à l'heure que les DMP avaient été créés Oui, en fait, pour tous les assurés, donc je peux peut-être repréciser. Oui, je vais repréciser. En plus, c'est vrai que le DMP, alors il y a une subtilité. Quand on parle de DMP et de messagerie sécurité de santé, c'est vraiment pour le professionnel de santé, puisque avec l'arrivée de mon espace santé, finalement, l'arrivée de mon espace santé était plutôt transparente pour les professionnels de santé, c'est-à-dire ils continuent d'utiliser le DMP et la messagerie santé sécurisée. Quand ils alimentent le DMP, et quand ils écrivent via la messagerie santé sécurisée, ça fait le lien vers mon espace santé et vers donc le dossier du patient, qui pour lui, en fait, le patient, le DMP n'existe plus, mais maintenant c'est une brique qui fait partie de mon espace santé. Donc, en général, alors je parle côté médecins libéraux en tout cas, le DMP, il est intégré avec les solutions Ségur qui sont en cours d'installation dans leur logiciel métier. Voilà, ça permet d'alimenter directement et normalement en quelques clics selon le cahier des charges défini dans le Ségur, le dossier médical partagé et par la même le dossier patient derrière dans mon espace santé. Donc peut-être pour ajouter un petit complément par rapport à la dernière question dans le chat, est-ce au patient ou au médecin de le créer et de l'héberger sur quelle plateforme? Donc c'est l'assurance maladie donc, qui a créé effectivement le DMP au travers de mon espace santé et donc il est hébergé nationalement. Et par contre, chaque acteur, que ce soit professionnel de santé libéral ou établissement de santé, a son propre dossier, mais il doit conserver effectivement ces éléments dans son propre dossier médical du patient et doit alimenter le DMP avec ces éléments. Oui, tout à fait. Merci pour ces éléments de réponse. Je vous propose de basculer sur les dernières parties de notre webinaire. Alors, vous trouverez sur cette slide une liste non exhaustive issue d'un premier recensement partiel, je lis la phrase, auprès de certains établissements autorisés au traitement du cancer en Normandie. En gros, les uns les autres, les intervenants de ce webinaire, nous avons eu différents échanges avec différents établissements et donc nous avons pu répertorier un certain nombre de solutions qui sont ici affichées et qui sont des solutions qui ne sont pas encore sur le marché puisqu'elles n'ont pas encore complètement franchi toutes les étapes qui sont nécessaires et notamment l'étape HAS où doivent être fournies des études cliniques pour pouvoir ensuite passer à la phase de remboursement. Mais ce sont a priori des solutions techniques que certains d'entre vous ont déjà testées et qui ont vocation à rentrer, si ce n'est déjà fait pour certains, dans la démarche de référencement auprès de la HAS, puis de remboursement. Donc, nous avons cité ceux dont nous avions connaissance. Peut-être en avez-vous testé d'autres. En sachant, en lisant tout en bas, vous avez des QR codes pour aller directement sur les sites de ces solutions ou des vidéos de démonstration selon le cas. Sinon, vous les tapez sur un moteur de recherche classique et vous les trouverez assez facilement. Sachant qu'on a en plus eu connaissance d'un portail patient qui prévoit d'intégrer une des solutions de télésurveillance
et de 2 de ces solutions qui sont listées ici, qui ont vocation à implémenter BIMEDOC, donc l'outil de soins pharmaceutiques qui a été présenté par Céline tout à l'heure. Donc, vous voyez qu'il y a quelques interactions entre les différents éléments. Ce qu'on va vous proposer, vous avez normalement vu apparaître, on va vous proposer un sondage en ligne. Vous allez pouvoir, en tant que participant à ce webinaire, nous dire si vous avez déjà testé une ou plusieurs de ces solutions. Alors, de cocher et d'envoyer votre vote pour qu'on puisse tous ensemble voir un peu quel est le panorama. Vous avez normalement le sondage en ligne qui s'est affiché. Il vous appartient de cocher et de cliquer sur « Envoyer ». On va laisser une petite minute à tout le monde. Pour l'instant, on ne voit pas de réponse s'afficher. N'hésitez pas à nous dire dans la conversation ou dans Q&R si vous avez des difficultés à voir afficher le sondage. Ou si tout simplement, ça veut dire que vous n'avez pas testé de solution pour les personnes qui sont en ligne. Alors c'est vrai je pense qu'il y a 2 petits tableaux. Il y a un tableau, il y a des pourcentages et en fait, il faut juste remonter pour pouvoir cocher. Parce que je me suis fait avoir. Peut-être que je pense qu'il faut juste remonter et pour pouvoir cocher et envoyer le vote. Remonter au-delà du tableau avec les pourcentages. Bon, le petit système de vote en ligne n'a pas l'air de fonctionner forcément. On va prendre les éléments que vous nous mettez dans le chat. Donc, on a quelques réponses pour nous dire pas de réponse, pas de test. Donc, on a des problèmes techniques sur la petite application. Le CHPC nous dit avoir testé MoveCare, donc surveillance patient, atteint de cancer bronchique, Exolis, Curity, Test Curity. J'en profite pour répondre à la question. Oui, le webinaire est enregistré. Il sera mis en ligne et on vous fournira le lien pour pouvoir aller le visionner en intégralité, sans souci. Une autre réponse, Curity et Continuum Plus. Résilience. Ok, bon, merci déjà à ceux qui ont pu témoigner de leur première expérience. Alors, ce qu'on va vous proposer pour la suite, donc en refaisant un petit point sur tout ce qui a été dit, vous voyez qu'aujourd'hui, on vous a présenté tout le contexte national, tous les textes et toutes les démarches à réaliser, mais il est sûr que si on prend la droite de cette diapo, à ce jour, aucune solution en cancérologie n'est actuellement remboursée. Les démarches sont en cours par les éditeurs. Vous voyez ici quelques grandes démarches. Alors, le but, ce n'est pas de les voir de manière précise, mais les éditeurs ont quelques démarches à faire auprès de l'ANS, l'HAS ensuite pour obtenir un arrêté de remboursement. Donc, les éditeurs sont aujourd'hui en cours dans ces démarches. On n'a pas encore de solution technique commercialisée, enfin remboursée à ce jour en cancérologie, mais vous voyez qu'il y a plusieurs solutions techniques qui ont été testées par certains d'entre vous. Merci à tous ceux qui ont pu en témoigner. On a besoin aussi de votre expérience d'utilisateur de ces différentes techniques pour pouvoir finalement avoir un panorama de ce qui a pu être fait jusque-là en région. Et comme vous l'a présenté Prisca tout à l'heure, on a aussi des outils régionaux et notamment un dossier de coordination qui vont permettre, dans le cadre des parcours complexes, de pouvoir regrouper un certain nombre d'éléments de suivi des patients
Et ce regroupement d'éléments a vocation à intégrer les éléments de télésurveillance. Donc l'objectif, c'est toujours dans un monde numérique le plus urbanisé possible, de faire en sorte que le professionnel trouve un maximum d'informations concernant le parcours complexe de son patient au même endroit, ce qui nous justifie le fait de pouvoir interfacer un certain nombre d'outils avec nos outils régionaux. Et donc, un des objectifs serait d'identifier une solution à interfacer prioritairement avec nos outils régionaux. Et pour ça, nous avons besoin de vous pour pouvoir finalement avoir un retour d'expérience concernant tout ce que vous avez pu vivre ces derniers mois et années potentiellement. Donc ici, la planification de la suite des événements que nous vous proposons. Donc un premier webinaire aujourd'hui qui était destiné vraiment à vous donner de l'information générale au moment où la télésurveillance arrive comme prise en charge par l'assurance maladie. Notre objectif, ça serait de vous retrouver, et peut-être d'autres, lors d'un deuxième webinaire le 3 octobre 2023 à 13 h. L'objectif sera pour le coup de bénéficier de vos retours d'expérience quant aux solutions que vous avez déjà pu tester, de peut-être faire à ce moment-là un panorama des solutions qui sont sur le marché, ou en tout cas de faire un état d'avancement de ce que nous saurons des perspectives de remboursement dans le cadre de la cancérologie, pour pouvoir ensuite travailler à l'issue à l'identification d'une solution prioritaire à interfacer avec nos outils régionaux et faire en sorte d'être le plus urbanisé possible. Alors pour ça, on va avoir besoin de vous. Là, vous avez commencé à nous répondre dans le chat. Ce qu'on souhaite pouvoir bénéficier de votre part, c'est, on lance aujourd'hui un appel à retour d'expérience pour que vous nous disiez en ligne finalement quelles solutions vous avez pu tester et si vous êtes d'accord pour témoigner lors d'un prochain webinaire de vos expériences pour que tout le monde puisse en bénéficier et qu'on puisse ensuite réfléchir à cet objectif de priorisation au niveau régional. Donc vous avez ici un QR code que vous pouvez même flasher en direct si vous voulez, mais vous le retrouverez dans le webinaire qui sera enregistré et c'est un lien que nous vous redonnerons à l'issue, puisque comme vous êtes inscrit et qu'on a la liste des participants, on pourra vous redonner ces différents éléments, ainsi que le lien vers la vidéo de l'enregistrement. Vous avez le lien pour le form qui est ici écrit, vous pouvez le retaper si vous voulez, ou utiliser le QR code. J'insiste, on a vraiment besoin de vous et de vos retours d'expérience pour pouvoir les présenter aux autres établissements de la région et faire en sorte vraiment de pouvoir travailler à cet interfaçage avec les outils régionaux. Voilà ce que nous vous proposons pour la suite. J'ai un petit complément, si tu me le permets. J'ai mis dans le fil de discussion un lien qui, comme on vous le disait tout à l'heure, pour les éditeurs, c'est un chemin complexe que de parvenir à passer toutes les étapes, HAS, ANS, pour permettre d'être labellisé dispositif médical numérique. Côté HS, je ne connais pas de lien permettant de connaître l'état d'avancement des différentes solutions dans la validation des études médicales permettant de valider l'intérêt médical de chaque solution. Par contre, je vous ai mis en lien l'interface sur laquelle l'ANS, donc l'Agence du numérique en santé, tient à jour régulièrement les évolutions dans le cadre de la certification de conformité avec le cadre d'interopérabilité. Donc la partie, comme je le disais, conformité par rapport à l'identification des pros, l'identification des patients, l'alimentation du DMP, la possibilité de répondre sur l'ensemble des critères en termes de sécurité. Donc, vous voyez qu'à date, comme c'est très récent et que tout bouge tous les jours, à date, il n'y a que 3 solutions qui ont une certification partielle, dont Continuum Plus et Résilience que l'on a évoqué tout à l'heure. Mais s'ils vous disent qu'ils sont aujourd'hui conformes, ils ne le sont que sur une partie du périmètre. Donc, ça peut être amené à évoluer très régulièrement puisque tous les dossiers sont en cours d'instruction, notamment nous, dans le cadre du SCA d'insuffisance cardiaque, on est aussi dans l'attente de ce retour d'analyse par l'ANS. Donc, ils ont énormément de dossiers puisqu'ils ont et les 5 pathologies qui étaient dans le cadre du programme étape et toutes les solutions qui se positionnent en nom de marque. Donc, ils se donnent 6 semaines pour répondre à chaque éditeur, pour ceux qui ont déjà déposé. Donc, voilà, ça va évoluer régulièrement. Et si vous voulez consulter sur ce lien les solutions qui sont conformes et sur quel périmètre, je vous invite à recliquer régulièrement sur ce lien.
Merci beaucoup, Karine, pour ces compléments. Effectivement, ça vous permettra de suivre quels éditeurs entament les démarches. Je pense qu'on en a terminé pour notre session d'aujourd'hui. Je ne vois pas d'autres questions, ni dans les questions-réponses, ni dans le chat pour le moment. Donc, je vais en profiter pour remercier tous les participants à ce webinaire et l'ensemble des intervenants pour avoir préparé ces différents éléments d'information dans un premier temps. Nous avons enregistré ce webinaire, il sera en ligne et nous vous ferons parvenir le lien vers le webinaire en question. On a noté quelques questions pour lesquelles nous chercherons les réponses pour pouvoir vous les transmettre aussi. Dans la mesure où vous êtes inscrit, nous avons vos adresses mail, donc nous pourrons vous envoyer tous ces éléments. N'hésitez pas à nous reposer des questions, nous les ferons circuler au sein du groupe qui était présent aujourd'hui à partir de l'adresse mail qui vous enverra les différents éléments. Et puis, s'il n'y a pas d'autres éléments à ce jour ni d'autres questions, nous vous proposons collectivement de vous retrouver, dans tous les cas, le 3 octobre pour le prochain webinaire. Merci à tous. Merci.